Bonjour, alors qui êtes-vous? Eh bien, nous sommes un collectif de citoyens, travailleuses, travailleurs, actifs ou retraités du secteur de Port-Louis, Riantec, Locmiquéli, qui est même plus grand sur le pays de l'Orient. Parmi nous se compte un certain nombre de parents de résidents de l'EHPAD de Port-Louis-Riantec, EHPAD qui dépend du groupe hospitalier de Bretagne Sud. Et nous sommes très préoccupés par la question de la prise en charge de nos aînés et plus largement par la question de la santé de la population et par la situation de l'hôpital public. Pourquoi vous êtes-vous mobilisé pour soutenir les 3 soignantes sanctionnées de l'EHPAD de Port-Louis-Riantec? Alors écoutez, on va d'abord rappeler les faits et les conséquences qu'elles ont eues sur les personnels considérés, sur ces 3 soignantes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En mai dernier, le directeur du groupement hospitalier de Bretagne Sud, qui regroupe tout un tas d'établissements du secteur autour de l'Orient, a décidé de sanctionner 3 soignantes de l'EHPAD de Port-Louis-Riantec. Et ça, malgré l'avis négatif du conseil de discipline. Il s'agissait, alors, en l'occurrence, d'une mise à pied de 6 mois pour une infirmière, d'un abaissement de 6 échelons sur 7, sans retenue d'ancienneté pour une aide-soignante, une aide médico-psychologique, pardon, et pour une autre infirmière qui était membre, elle, qui est membre du CHSCT de l'établissement, un abaissement de 2 échelons. Alors cette professionnelle, justement, qui est membre du CHSCT, s'est vue reprocher d'avoir parlé de manière autoritaire à un agent contractuel lorsqu'elle lui a rappelé, dans le cadre de son mandat de CHSCT, la durée légale du travail et les risques encourus à travailler plus longtemps. Risques pour le professionnel lui-même et pour les patients et les résidents, évidemment. Les sanctions qui ont été prises par le directeur de l'hôpital, malgré l'avis du conseil de discipline, elles sont d'une époque totalement révolue. Elles touchent 3 femmes, 3 salariés qui sont reconnus pour leur dévouement, pour leur conscience professionnelle. En fait, elles sont totalement indignes par les conséquences qu'elles ont déjà, et puis qu'elles auront de manière cumulée sur toute la carrière. Actuellement, là, ça fait par an, pour l'une d'entre elles, donc, qui est infirmière, et qui est à 80%, ça fait 3 000 € de revenus en moins par an. Pour la seconde, qui est aide médico-psychologique, à 80% également, 1 500 € en moins par an, avec un abaissement donc, de 6 échelons sur 7, qui revient à dire que ça ferait 11 années d'ancienneté qui seraient rayées de la vie professionnelle de cette agente. Et voilà, donc ça vous donne une idée de ce que c'est que ces sanctions. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit à ces 2 professionnels qui ont été sanctionnés? Eh bien, il avait été dit par leur hiérarchie un jour de décembre, fin décembre, l'année c'était en 2017, je crois, même 2016, 2017, de faire au mieux. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? On leur a dit de faire au mieux dans un contexte de travail qui était dégradé. Et ce contexte de travail, il était aggravé, il était déjà dégradé, mais il était en plus aggravé par des absences pour arrêt maladie de plusieurs de leurs collègues. Savoir évidemment, ça tombe sous le sens que quand les contextes de travail sont dégradés, eh bien on tombe plus facilement malade parce qu'on est vite épuisé. Et donc ça se cumule, c'est en spirale que les manières que ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'elles avaient fait ces professionnels dans ce contexte de travail-là, confrontés à une surcharge de travail? Elles ont décidé, concernant les résidents, de prioriser la toilette, l'échange, et le repas des personnes âgées, des aînés. Mais quand on dit elles ont choisi, qu'est-ce que c'est qu'un choix quand l'organisation du travail ne laisse aucune marge de manœuvre pour faire le travail correctement. D'ailleurs, ces professionnels, à plusieurs reprises, avaient signalé qu'elles n'avaient pas les moyens de faire le travail. Alors, qu'auraient dû faire ces professionnels selon le directeur du groupe hospitalier de Bretagne Sud, M. Gamorius, là? Supprimer la toilette et l'échange? Aurait-elle dû priver les résidents de repas? Et on peut se poser des questions, effectivement, puisqu'une cadre du GHBS, lors d'un entretien prédisciplinaire d'une des salariées, a quand même déclaré qu'elle concevait qu'on ne lave pas les résidents, mais qu'il faut les habiller, car cela fait partie du soin. Donc c'est on peut vraiment se demander qu'est-ce qui est le plus choquant, effectivement, dans tout ça.
Voilà, on vous laisse juge hein, de ce que vous pouvez penser de ça. Ouais, pour nous, une bonne prise en charge des résidents des EHPAD ou des patients à l'hôpital public est indissociable des moyens qui sont alloués et des conditions de travail des personnels. L'un ne va pas sans l'autre. Si les personnels sont en souffrance, ils ne vont pas bien prendre en charge les patients ou résidents. Par conditions de travail, nous entendons donc les conditions matérielles, les moyens techniques, humains, le temps, la formation, etc. Mais aussi un soutien de l'institution, de la reconnaissance, de l'écoute, du respect, des rémunérations correctes, etc. Or, nous constatons que l'état de santé des personnels des hôpitaux n'est pas bon du tout. Et pour nous, cela est en rapport avec une maltraitance managériale dont les sanctions infligées aux 3 soignantes sont une triste expression. D'ailleurs, il y a un rapport qui vient de sortir, c'est celui de la DARES. La DARES, c'est l'organisme de statistiques du ministère du Travail. Et en fait, ce rapport, il porte sur l'exposition aux risques professionnels dans le secteur privé et public en 2017. Il sort en 2019, mais il concerne cette exposition en 2017. C'est un rapport qui paraît tous les 3 ans. Et celui qui vient de sortir, il est très intéressant parce qu'il met en évidence, et de très loin, que ce sont les personnels de la fonction publique hospitalière qui sont les plus exposés à la pénibilité, de tous les professionnels de tout secteur. Ce rapport, il concerne tous les secteurs. Et en fait, en plus des contraintes physiques, le personnel hospitalier fait face à des contraintes horaires, au fait de ne pas avoir les moyens et le temps de faire le travail correctement, ce qui est insupportable pour un travailleur, de ne pas avoir les moyens de faire son travail correctement. Et ces professionnels souffrent à 58% de manque de reconnaissance. Voilà, alors tout ça a été résumé dans un article qui est paru dans Les Échos le 26 décembre, et vous pouvez vous y reporter, le chercher si vous le souhaitez. Il est très très intéressant, et dans le cadre des discussions sur la réforme des retraites, il est très intéressant parce qu'il montre que tout le secteur public est très exposé à la pénibilité d'une manière générale. Alors cette mauvaise santé des agents des hôpitaux, tous métiers confondus, on a vu les chefs de service qui démissionnent de leurs tâches administratives en nombre aujourd'hui, tous métiers confondus, c'est évidemment, il n'est pas venu tout seul, c'est la conséquence de choix politiques et budgétaires, et ces choix-là, nous les contestons, parce que nous ne voulons pas d'une société où on ne souhaite pas les gens. Et c'est aussi pour cela que nous estimons nécessaire de soutenir les personnels du secteur hospitalier. Défendre le service public, pour nous, dans l'abstrait, ça ne veut rien dire. C'est une formule totalement creuse si la priorité, ce n'est pas de soutenir les luttes des personnels pour des conditions d'exercice dignes. Et alors, évidemment, effectivement, comment des travailleurs, des travailleuses qui sont maltraités peuvent-ils prendre soin de nous, de nos proches? C'est impossible. Quand on est maltraité, on ne peut pas prendre soin des autres. Et pourtant, ces personnels de ces secteurs de l'hôpital public, ils réussissent quand même à prendre soin de nous, et de nos aînés, des patients, etc., des malades, parce qu'ils portent des valeurs très fortes. Ils sont animés par une conscience professionnelle exceptionnelle que nous saluons. Mais cela devrait leur valoir des récompenses, des remerciements et non des sanctions. Pour nous, c'est totalement inacceptable de ne pas les sanctionner. C'est inadmissible. Et nous ne pouvons pas supporter qu'on s'acharne sur des agents à qui on n'a juste pas donné les possibilités de faire leur travail correctement et qui en souffrent en plus. Parce que quand on n'a pas le moyen de faire le travail, je l'ai dit tout à l'heure, on en souffre. Et quelquefois, on en tombe malade. France Télécom, les anciens dirigeants de France Télécom viennent d'être condamnés pour des pratiques managériales qui sont vraiment, dont il a été longuement question pendant le procès. Et nous sommes obligés de constater qu'un certain type de management en vigueur dans les entreprises privées, mais aussi dans les fonctions publiques, évoque très nettement des agissements qui portent atteinte aux droits humains fondamentaux. Pourquoi cette conférence de presse ? Nous pensons qu'il est important de faire un point d'étape en nous centrant sur les démarches engagées par le collectif lui-même ou avec son appui. Il semble en effet important de tirer le bilan de ce qui a été fait et de tracer des perspectives d'action possibles en 2020. Tous les nombreux soutiens doivent être informés d'où nous en sommes et de la situation. Nous avons en effet près de 1000 signataires à l'appel que nous avons nommé « Prendre soin des soignants », c'est prendre soin de nos aînés, c'est prendre soin de nous. Nous leur devons donc des informations. Donc l'action au tribunal administratif exercée par les salariés avec leurs syndicats suit son cours.
Deux autres démarches ont été entreprises avec le soutien ou l'aide technique du collectif. Chacune a donné lieu à la construction d'un dossier étayé par de nombreuses pièces. Donc il y a eu également un recours qui a été fait auprès de la délégation départementale aux défenseurs des droits. Alors ce recours, il a été étayé par des dossiers très complets, très épais, avec de nombreuses pièces. Et en fait, pendant l'élaboration, la constitution du dossier, on a vraiment acquis la certitude que ces 3 salariés, qui sont toutes les 3 syndiqués à la CGT, sont victimes de ce qu'on appelle la discrimination syndicale. Qu'est-ce que vous entendez par la discrimination syndicale ? Alors la discrimination syndicale, qu'est-ce que c'est ? La discrimination tout court, qu'est-ce que c'est ? C'est une différence de traitement qui fait que des personnes ne vont pas reconnaître leurs droits. Alors voilà, on la représente comme ça en fait. Les salariés, des citoyens ont une même situation à un moment donné, T0. On les retrouve quelques mois après, quelques années après, quelquefois c'est à la fin de leur carrière professionnelle. Et puis en fait, il se trouve que la situation n'est plus du tout la même. Il y a des personnes qui ont progressé, qui ont eu un développement de carrière très ascendant, avec une rémunération bien plus importante que celle qu'ils avaient au départ. Et puis il y en a d'autres qui ont stagné, qui sont restés au ras des pâquerettes. Si toutes les personnes qui sont restées au ras des pâquerettes sont toutes des femmes ou tous des syndicalistes, syndiqués dans une même organisation syndicale, on peut parler de discrimination. C'est comme ça qu'on la met en évidence, c'est comme ça que nous avons travaillé à élaborer le dossier. Et donc nous avons cette certitude. Donc des personnes qui commettent des fautes ne sont pas sanctionnées, alors que ces fautes sont potentiellement lourdes de conséquences. En établissement hospitalier, on peut imaginer ce que ça peut être. Et que parallèlement, des personnes qui n'ont pas commis de faute et qui sont juste trouvées dans une situation de ne pas pouvoir faire le travail, qui ont été obligées de choisir vite qu'est-ce qu'elles allaient pouvoir faire au mieux, eh bien elles sont sanctionnées et qu'elles sont syndiquées. Voilà, on peut se dire qu'il y a de la discrimination. Et c'est extrêmement grave dans une démocratie, tout simplement. Voilà, alors le recours qui a été fait au défenseur des droits, au délégué du départemental, en fait, il aurait pu donner lieu à une médiation, donc une rencontre pour discuter, échanger avec le directeur de l'hôpital, des discussions entre le directeur et puis les salariés concernés. Donc des courriers évidemment ont été envoyés, le dossier transmis, mais bon, il y a des courriers qui ont dû se perdre bizarrement, puisque depuis le 21 octobre, nous n'avons aucune suite à la demande qui a été faite par le délégué départemental, le défenseur des droits, pour rencontrer le directeur de l'hôpital. Voilà, sans commentaire. Donc dans cette situation, le délégué départemental du défenseur des droits a fait remonter le dossier au défenseur des droits national, qui s'appelle M. Jacques Toubon, qui a une équipe très nombreuse de juristes très pointus. Voilà. Parallèlement, les 3 salariés avec leur organisation syndicale ont fait un recours hiérarchique auprès de la ministre. Là aussi, nous avons aidé, nous avons donné un appui, une aide technique pour constituer ce dossier d'accompagnement qui est également très épais. Aucune suite, nous n'avons pas connaissance plutôt des suites qui ont été données à cette démarche. Voilà. Et donc on peut rajouter que parallèlement, le collectif EHPAD a envoyé très largement une lettre ouverte à Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, à l'ARS, au préfet, à la directe qui est donc la direction du travail, aux maires du secteur, aux députés, aux membres du comité de surveillance de l'hôpital également, et donc on a envoyé une 50aine de lettres. Donc cette lettre ouverte a reçu une réponse de la ministre qui dit avoir diligenté ses services ressources humaines pour un examen attentif. Donc nous n'avons pas le résultat de cet examen attentif pour le moment. Nous n'avons pas d'informations donc sur les suites qui ont été données. Par ailleurs, le collectif a obtenu le soutien du député de la circonscription suite à cette lettre. Nous avons donc envoyé une lettre de remerciement à M. Jimmy Pahin pour ce soutien. Il a contacté Madame la ministre de la Santé pour appuyer notre démarche. D'autant plus notable que c'est la seule réponse d'un élu qui nous est parvenue. L'appel lancé par le collectif pour l'annulation des sanctions, appel, je le rappelle, intitulé « Prendre soin des soignants, c'est prendre soin de nos aînés », comme nous le disions plus haut, a été signé par près de 1000 personnes, dont des personnalités, chercheurs, juristes, avocats, etc. Les signataires proviennent par ailleurs de toute la France et ce sont de tout secteur géographique et
et professionnels. On y compte un très petit nombre d'élus, qui sont souvent des conseillers municipaux d'ailleurs. Voici donc le résumé des démarches engagées pour l'annulation, la correction et la réparation du ou des préjudices subis. Et malgré le silence généralisé des responsables administratifs, des élus, nous ne renoncerons jamais. Il en va pour nous de la justice, l'application de la justice. Tout à fait. Et on ne veut pas, on refuse un monde, en fait, c'est une question de conception du monde, hein. On refuse un monde où on s'acharne sur des personnes qui ont choisi de consacrer leur vie aux autres. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc on lâchera rien, on est là, et on restera là jusqu'au bout, jusqu'à l'annulation, la suppression des sanctions. Et la réparation des préjudices. Merci. Et nous n'oublierons pas aussi, excusez-nous, on est en période d'élections. Des élections municipales. Voilà. Nous n'oublierons pas, dans ce cadre-là, le silence des élus, à qui on a envoyé des courriers et qui n'ont jamais apporté la moindre réponse à nos questions. On peut leur poser la question par la vidéo, quelle position quand même ils prennent justement dans la situation qui est vécue par les salariés des EHPAD de Port-Louis et Riantec. Ils peuvent nous répondre par la presse par rapport aux questions qu'on pose aujourd'hui. On attend. On attend, tout Voilà. à fait. Très bien, merci. Merci. Je